Le système, il a changé, il s'est consumé, mais il semble refuser d'entrer dans une nouvelle ère. Celle de l'égalité pour tous, celle de la justice et du progrès. Ce système regorge d'héros et d'héroïnes du quotidien qui, dans l'ombre, font souvent des miracles. Ce sont bien souvent des victimes de violences policières ou des militants œuvrant pour plus de droits et moins d'injustice. Derrière ces combats se cachent des âmes brisées, esseulées. Alors je vous propose un nouveau système, celui de femmes, sisters, et d'hommes qui souhaitent que l'amour revienne au cœur du système. Alors à vos casques pour plus de liberté, d'égalité et de spiritualité. Bonjour Steve et bienvenue sur le 6e épisode de Système. Voilà, Bonjour Karine, content d'être là. merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es mon premier invité. Voilà, donc tu me fais l'honneur de commencer mes interviews. Et je t'explique pourquoi j'ai décidé que tu serais le premier invité. C'est que dans ton parcours, dans ta façon de voir les choses, dans ton énergie, hein, clairement, tu es un condensé de tout ce que j'ai envie de transmettre dans ce podcast. Wow. Voilà, c'est-à-dire la connaissance, la transmission, le fait d'avoir à guider des groupes en tant qu'enseignant, le fait d'assumer ta foi, ta spiritualité au grand jour, et ce depuis longtemps, depuis très très longtemps. Et même à une époque où c'était pas à la mode d'afficher sa spiritualité en plus. Donc, tu as été un peu avant-gardiste sur le développement personnel et la spiritualité qu'on a aujourd'hui. Et puis surtout, ton Hmm. activité, ton profil d'écrivain, en fait. L'écrivain aussi qui aussi, depuis des années, pousse les communautés, notre communauté, hein, les Antillais, les Afro-descendants, à écrire et à transmuter Ouais. notre essence orale, hein, qui est importante et qui nous façonne, mais aussi nous pousser à écrire pour qu'on puisse laisser des traces. Voilà. Alors, Absolument. voilà. Pour moi, c'est un privilège. J'aime beaucoup ta démarche qui est de reprendre notre parole et dire ce qu'on a à dire, organiser nos circuits pour que nos idées puissent circuler. J'aime cette démarche. Je reconnais plein de choses dedans. Donc, moi, c'est un honneur d'être à ton micro aujourd'hui et en nous, quoi, en nous fait. Super. Bon, j'espère qu'on ouvre un chemin qui se nourrira de lui-même. Ouais, c'est ce que Ouais. j'espère aussi. Voilà. Alors, Steve, dis-nous qui tu es exactement et comment tu te Alors, définis. écoute, si je devais me définir, je dirais que ça fait 45 ans que je suis sur Terre. J'ai grandi en Guadeloupe. Je suis né en France, à Villiers-le-Bel, mais je n'ai pas souvenir de cet endroit. Je suis parti, je devais avoir 3 ans. J'ai grandi en Guadeloupe. Ensuite, après le bac, je suis venu en Martinique faire des études. Je suis parti ensuite vivre en Jamaïque. Écoute, quand je suis rentré au pays, j'ai été au chômage, j'ai galéré un peu, mais ça m'a appris la vie. Euh, je me suis marié à une belle femme noire qui s'appelle Nathalie. Nous avons 3 enfants et nous sommes en Martinique depuis environ une bonne dizaine d'années. Écoute, je me suis longtemps décrit comme chrétien protestant, mais aujourd'hui, je n'embrasse plus cette définition. Je me dirais comme quelqu'un, je suis encore en développement, je suis carrément sorti des religions organisées et je me décrirais tout simplement comme un être spirituel. J'ai pas encore trouvé de mot qui va avec. Je crois toujours qu'il y a un créateur, une personne intelligente qui est là, ça peut être une créatrice aussi, Oui. et voilà, qui ordonne un tant soit peu certaines choses, ne serait-ce que nos écosystèmes et tout le reste. Donc, je suis encore en train de redéfinir ma marche, on va dire spirituelle sur cette terre, mais je suis aussi très heureux et épanoui d'être dans cette saison de ma vie, quoi. Ouais, et de vivre cette époque-là, même si elle a l'air violente et difficile, j'avoue. Ah, absolument, absolument. Et puis, je dirais que pour gagner mes factures, écoute, je travaille à l'université, j'ai fait un métier que j'aime, je suis enseignant-chercheur. J'ai fait bien d'autres choses avant. Et tu l'as dit toi-même, j'écris aussi, pas seulement pour mon travail, mais j'essaie d'écrire de façon à partager des choses avec mes gens et leur donner aussi à eux l'envie de s'exprimer via l'écriture. Ok, très bien. Et comment Steve Gadet dit Fola est devenu militant? Où est née cette fibre militante? Wow. Quand j'analyse, je vois que ça remonte à plusieurs choses. Je vois
des exemples que j'ai eu autour de moi. Tu sais, j'ai un oncle qui est investi en politique, mais avant de l'être, c'était simplement un militant. C'est quelqu'un qui a beaucoup milité pour la cause écologique, pardon, en Guadeloupe. C'est quelqu'un qui m'a éveillé aussi sur l'histoire des personnes noires. Il m'a éveillé beaucoup à la musique. Donc, en le regardant, lui, il y a des graines. Ensuite, il y a des choses que j'ai lues. Et puis, il y a des exemples que j'ai vus aussi à travers les livres qui m'ont inspiré. Et tu sais, quand j'ai lu certaines choses, j'ai voulu mettre ça en pratique. Donc, j'ai commencé, par exemple, à aller dans des établissements scolaires pour faire de la prévention de la délinquance parce que je connaissais les cultures urbaines. Donc, j'ai essayé ça. Et j'ai vu que c'était vraiment très demandé et c'était vraiment de la nourriture pour nos gens, ces échanges-là. Donc, j'ai continué. On va dire que mon militantisme a un peu commencé comme ça via la jeunesse. Et là, ensuite, j'ai décidé d'aller en prison parce que j'ai lu que l'une de mes idoles, l'une de mes stars, quoi, que j'aimais beaucoup, c'était un prof qui faisait ça. Je me suis dit, ben, Ah, je vais essayer. Et je suis allé en prison faire des ateliers d'écriture. Ça a marché fort. Et j'ai continué ça pendant des années. ok. Donc, on voit, et lorsque certaines questions sociétales sont arrivées, étant dans cette démarche de joindre l'idée à l'action, je me suis exprimé souvent sur certaines choses qui se passaient dans la société. Quand il y a eu des mouvements sociaux que j'ai trouvé pertinents, j'ai pris part à ces mouvements et donc c'est comme ça que, tu vois, toute cette dynamique-là a été enclenchée, on va dire. Ok, donc tu as repris le flambeau de tes pères, en fait, hein, de tes On peut dire mentors. ça, hein. Ouais. Oui, des gens qui m'ont inspiré, tu vois. Et ce n'est qu'après que j'ai découvert plus ou moins que mon arrière-grand-père, c'est-à-dire le père de mon grand-père, que c'était quelqu'un qui était investi aussi en politique. C'est quelqu'un qui s'est donné pour créer la sécurité sociale en Guadeloupe. C'est Ah ouais, quelqu'un qui a, oui, oui, incroyable. oui, c'est quelqu'un qui a été au Parti communiste. C'est quelqu'un qui s'est battu pour être maire de Pointe-à-Pitre, mais qui est mort à peine 24 ou 48 heures après son élection. Ah ouais. Donc, j'ai l'impression que ça coule un peu dans les veines de ma famille, mais je refuse de croire que c'est quelque chose d'héréditaire. Je crois que chacun, s'il se sent concerné, peut être dans une Oui, dynamique militante. c'est vrai. Après, on a le choix. On a le choix Exact. de transformer ces actions militantes et de les adapter à notre époque aussi, hein, parce qu'on n'est pas, on n'a pas la science infuse, on est en adaptation permanente. Donc, Absolument. Je voilà. te rejoins. Et tu vois, cette adaptation-là, peut-être qu'on ne sera pas compris de nos aînés. Et j'ai eu à gérer ça. Des Mais ça, choses que c'est je faisais, normal. mes aînés ne me comprenaient pas. Donc, parfois, j'ai discuté avec eux. D'autres fois, j'ai eu à me passer de leur validation parce qu'à des époques différentes, on milite différemment et on n'est pas obligé de reprendre les combats de nos aînés de la même manière. Parfois, j'ai eu à leur expliquer ça. Des fois, j'ai été compris, d'autres fois, pas du tout. Mais c'est pas grave. Ouais, moi, je pense aussi qu'il y a plusieurs formes de militantisme et que toutes les formes se valent en fonction du combat qu'on a en face de nous. À un moment, ben, il faut des gens comme, je sais pas, le GTG ou Moon Guadeloupe qui vont taper du poing sur la table, mais il faut aussi ben, des intellectuels comme toi qui donnent la stratégie. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle moi les guides. Et puis ensuite, on a les militants opérationnels qui vont aussi à la fois diffuser l'information, la stratégie, le mindset, la vision, et ceux qui vont l'appliquer. Après, il y a plusieurs formes d'application, il y a des limites, il y a de l'éthique aussi à mettre dans le militantisme. Moi, Exact. je me vois plutôt comme quelqu'un qui va transmettre, qui va guider, qui sera souvent incomprise. Tu vois, quand j'ai On fait lancé ce partie de tout. podcast, les gens me disaient, mais ça n'a rien à voir, la spiritualité, la liberté, l'égalité, l'économie, la politique, mais ça a tout à voir. On est tous ça en Oui, même temps. bien Voilà, sûr. donc voilà. Et donc, du coup, parallèlement à ça, toi, tu écris. Euh, alors, qu'est-ce qui t'inspire tes écrits? Est-ce que c'est ton environnement? Est-ce que c'est le fait d'être maître de conférences sur l'histoire des civilisations noires, d'ailleurs? Je pense que Oui. ça aussi, tu peux nous en apprendre sur nous-mêmes sur notre pourquoi on milite parfois comme des fous et qu'on est précurseur visionnaire sur plein de choses. Et d'autres fois, il y a des choses qui se passent sous nos yeux et on est là à regarder le ciel et attendre que les choses se passent. On a une dualité en nous. Mm. Et moi, je me vois, hein, je dis ça, mais je parle aussi de moi. Je suis quelqu'un qui a de beaucoup de dualité. Oui, moi euh, aussi. Moi voilà, aussi. et je vis avec. Je peux militer pour des choses incroyables, faire des choses incroyables et revenir dans ma vie quotidienne en me disant que je m'ennuie comme un rat mort. Donc, C'est drôle. et ça, c'est dur. Je ne sais pas si toi, en tant que militant, tu le ressens aussi comme ça.
Tu sais ce que je ressens des fois? Le sentiment un peu d'être inutile, le sentiment, je ressens des fois de la frustration de ne pas voir les choses se déployer comme j'aurais aimé, mais je comprends, j'ai réussi à comprendre qu'il fallait que j'apprenne à me détacher parce que celui qui s'attache trop à son époque va en mourir, comme disait quelqu'un. Tu Ah, sais, vouloir vraiment que les choses se passent comme on veut et parfois, il faut savoir lâcher prise et j'apprends à faire ça, ne pas culpabiliser, ne pas se dire que j'ai pas fait assez. Vraiment, je suis dans une phase de ma vie où j'apprends à lâcher, à porter ouais, ma part et à lâcher un peu parce que le militantisme peut nous tuer et il peut aussi tuer nos familles de l'intérieur. c'est Et vrai, ça, je l'ai découvert aussi, tu vois. c'est vrai. J'ai découvert à travers le parcours de certaines personnes. Tu sais, avant de te répondre sur le pourquoi de mon écriture, je voulais te dire que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut plusieurs types d'engagement. Et je Oui, dis la même chose. Tu vois, j'ai terminé un livre qui va bientôt sortir qui s'appelle Ici, la liberté coûte cher. Et c'est un ah, essai qui parle un peu de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Et magnifique. voilà, tu sais, la liberté d'être soi, la liberté de défendre ses idées, ça coûte cher chez nous et on le sait, nos terres sont nées dans l'oppression et dans le manque de liberté. Ouais, Et dans ce livre-là, je dis ça un peu comme toi, il n'y a pas des combats inutiles. Il y a plusieurs engagements différents qui se mutualisent. Et je crois qu'il faut qu'on arrête de croire que ceux qui ne sont pas engagés comme nous sont des crabes. c'est vrai. C'est manquer de lucidité, c'est manquer d'humilité. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il nous faut des militants radicaux. Pour moi, les militants radicaux, si la société c'était un repas qu'on préparait, les militants radicaux, c'est le feu qui met la pression dans le canari. Tu C'est vois? lui qui Il fait faut la crever pression. le poids rouge. Voilà, tu vois? C'est-à-dire que il faut ce feu pour que l'eau commence à chauffer et que le pois rouge crève. Mais s'il n'y a que ce feu-là, bagay là, qu'il brûler quand il y a dit ici dans. Ça C'est quand ça. brûler, là, quand brûler. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, à un moment donné, il faut que le feu baisse. Et c'est là que parfois, d'autres personnes prennent le relais, que ce soit les institutions ou les personnes plus modérées, pour donner forme à ces pois rouges-là. C'est-à-dire Exactement. mettre un peu d'épices, baisser le feu, rajouter des dombrés pour que Voilà, ça puisse servir à tout le monde. tout Mais à il y en a fait. qui jouent la politique de c'est moi qui l'ai brûlé. Oui, Tu vois, la politique de ça a brûlé jusqu'au bout. Et je dis non. non, Donc, c'est une bon, il faut stratégie. simplement, C'est ouais, stratégique. qu'il y ait plusieurs façons de s'engager. Des fois, il y a des gens qui peuvent s'engager sans être une fois dans la rue. Ils sont Oui, engagés dans leur travail, ils sont engagés au sein de leur association sportive et compagnie. Il nous faut tout ça. Et j'en oui, suis arrivé à un point où je vois la société plutôt de façon inclusive. Au lieu de trier, de voir qui est bon, qui est pas assez engagé ou pas, je veux voir ça de plus en plus de façon inclusive. Donc, et puis t'as les rajouter militants, le plus de monde. et c'est vrai ce que tu disais, tu as les militants qui s'ignorent aussi, qui ne sont Oui, absolument pas militants, qui sont engagés dans aucune vision du monde et qui sont guidés uniquement par leur volonté, par leur cœur, par leur personne. ouais, Moi, je prends l'exemple de l'affaire des grands frères. Hein, quand oui, les grands frères arrivent à Beauvais, quand les gens me disent oui, mais les Antillais, là, ils se sont pas bougés. Mais on a une magie en nous, c'est d'agir dans l'ombre. Cette oui, expérience-là sur les grands frères, pardon, moi, ça m'a montré oui. que beaucoup de personnes se sont mobilisées dans l'ombre. Et c'est là où je Waouh, trouve qu'on est fort et qu'on est, ouais. qu'on doit garder cela en tête parce que c'est pas celui que l'on voit le plus qui agit le mieux. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, l'écriture. Surtout, et Oui, c'est quelque chose d'important à dire, surtout dans une époque où l'image est devenue reine, où on juge les actions à partir de ce que tu montres et ce qu'on te voit faire. Et beaucoup de gens parfois se mettent en scène sur ça. Bon, écoute, je suis d'accord avec toi et c'est bien d'en parler. C'est bien des fois que les militants qui sont aussi engagés, qui sont radicaux, moi j'aimerais leur voir faire leur examen de conscience, ce qu'ils nous disent des fois, parce que ces gens des fois agissent comme s'ils n'ont jamais tort et qu'ils ont toujours raison. Ils peuvent se tromper, mais ils disent jamais qu'ils se trompent. c'est vrai. Bref, excuse-moi. Et Oui. donc, concernant le pourquoi de mon écriture, j'y suis arrivé déjà avec le rap. C'est le rap qui m'a fait écrire mes premiers mots sur le papier. Donc, j'ai toujours cette fibre de l'instant, de dire ce que je pense grâce au Peura que je pratique jusqu'à maintenant. Ensuite, l'université est arrivée et j'ai eu à ordonner un peu mes idées et à écrire mes idées selon une méthode particulière. Et ça a été une autre forme d'écriture pour moi que j'ai découvert. Les essais, la recherche universitaire. Ensuite, quand j'ai été au chômage, j'ai découvert une autre forme d'écriture encore qui est la fiction. Ouais. Et étant au chômage, j'ai vécu un événement
assez troublant et j'ai eu envie d'en rendre compte, pas de façon directe, mais de façon imagée. C'est là que j'ai commencé à écrire de la fiction. Ensuite, j'ai eu envie d'exprimer mes idées sur la société et là, mes essais ont commencé à naître. C'est-à-dire mes essais où je passais pas par quatre chemins pour dire, pour parler pour parler de ce dont j'avais envie de parler, excuse-moi. Ok, Donc voilà, j'ai acquis une forme de liberté sur les moyens d'expression que je pouvais utiliser via l'écriture. Et quand j'ai vu la puissance que pouvait avoir ce que j'écrivais, du moins comment est-ce que ça pouvait résonner chez mes gens, où j'ai compris que, eh bien, tiens, que je pouvais continuer à prendre la parole sans demander de permission. J'ai créé ma boîte d'édition, j'ai continué à m'exprimer à travers différentes tribunes. d'accord. J'ai vu la puissance de l'écriture aussi en rencontrant des gens. Tu sais, tu rencontres les gens te disent ce que font les mots, Oui, sur quoi les mots amènent, sur quelles réflexions ils vont. Et j'ai compris qu'il y avait un vrai enjeu. Donc, depuis, j'ai pas lâché l'affaire, quoi. bravo. En tout cas, félicitations. Moi, je pense qu'aussi, Merci. tu parles de la puissance des mots, sur tous les événements qui se sont passés depuis ces dernières années. On voit que le militantisme a eu à se transmuter, à se transformer. Euh, il y a quelques années, moi, je pense que, je le disais dans un des épisodes précédents, pour moi, les, les territoires ultramarins sont des laboratoires d'injustice. Euh, Wow. ouais, Wow. est-ce que c'est le fait d'être les cobayes de la République, est-ce que ce ne serait pas plutôt une force pour nous? Et là, j'en viens au spirituel. Est-ce que ce ne serait pas une force pour nous, pour, qui nous permet justement d'être précurseurs et de créer des égrégores? Des Wow. égrégores de paix, puisque, alors ça, je ne l'ai pas dit à mon auditoire, mais je pense qu'avec cette interview, je suis obligée de le dire. Euh, Mhm. quand mon frère arrive à la prison de Beauvais, puisque Boana, c'est mon frère, Mhm. et que je me rends compte que la Terre entière le traite comme le pire criminel de ces 50 dernières années, Mhm. je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour que les choses se transforment sans que j'agisse Oui. de façon obtuse et bornée sur le problème? Et la seule OK. solution qui m'arrive à l'esprit, c'est d'entamer la création d'un égrégore de paix et de vérité. Et ça passe par, c'est passé par les réseaux sociaux, hein, un outil très, très classique. Mais à ce moment-là, je commence à écrire. Je fais ce qu'on appelle du journaling. J'écris, je mets tout sur papier. J'écris OK. pour OK. purger le mal, on va dire. Voilà. Et bien sûr. Et donc, du coup, on en vient justement à cet aspect historique. Je creuse, j'écris, Frédéric écrit un texte en prison, je le corrige aussi pour lui. Et on fait le lien tous les deux sur les recherches que j'ai faites sur Wow. notre arbre généalogique. Mhm. Et on parle de Justine. Justine, c'est la première esclave à être libérée dans notre lignée. Elle avait et son numéro d'esclave, c'était le 44-37, je crois. Et je dis à Frédéric, tu te rends compte que ça ressemble tellement à ton numéro d'écrou? Oh, dingue. Ouais. Donc c'est en ça que, est-ce que tu penses qu'avec tout ce que tu as pu mettre en place, l'écriture, le, le fait d'être un homme de foi, le militantisme, est-ce que on peut, au stade où on en est, en tant qu'ultramarin, qu'afro-descendant, utiliser ce laboratoire pour transmuter nos gènes et les générations futures? Si tu regardes bien, il y a des choses que nos aînés, nos ancêtres ont vécues, que ça soit en positif ou en négatif, qui sont passées à travers les générations. Moi, je crois que oui, que les circonstances que nous avons chez nous aux Antilles, elles peuvent nous aider, c'est vrai, à inventer de nouveaux chemins, inventer de nouvelles structures, de nouvelles façons de voir. Et quand tu regardes bien, beaucoup d'idées, beaucoup d'idées avant-gardistes sont sorties de nos peuples. Quand tu Oui, regardes des personnages comme Aimé Césaire, comme Frantz Fanon, des personnages comme les Sœurs Nardal, des personnages comme Danny Bébel-Gisler, oui, des personnages comme Papa Yaya, beaucoup de gens chez nous qui ont essayé de donner des solutions ou donner des ressources face à nos problèmes sont devenus de grands maîtres à penser pour le monde entier. oui, Donc oui, nous sommes des laboratoires qui avons des choses à enseigner au monde à travers les solutions que nous trouvons et les façons que nous avons de vivre ça. Malheureusement, dans ces laboratoires, ça veut dire il y a des morts, il y a des malades, il y a des gens qui souffrent quand même dans ces laboratoires, je pense à eux.
Mais je crois qu'il y a des choses précurseurs pour l'humanité qui peuvent être trouvées. Je pense par exemple à un chercheur qui s'appelle Malcolm Ferdinand. C'est un chercheur caribéen, il est martiniquais, il a vécu pendant 18 ans en Martinique, ensuite il est allé faire des études en France. Oui. Aujourd'hui, c'est un chercheur d'une institution en Angleterre, mais c'est quelqu'un qui a mené une réflexion sur l'écologie à partir de l'histoire de la Caraïbe, et particulièrement l'histoire de la Martinique, de la Guadeloupe et des autres îles caribéennes. Il a mené une réflexion qui aujourd'hui retentit dans le monde entier parce qu'il réfléchit à partir du monde caribéen. Ah, ouais, c'est Donc, ça. je réponds à ta question. Je te dis qu'un double oui, ça nous donne une autre responsabilité. Ça nous fait voir que porter sa part de progrès n'a rien à voir avec la largesse du territoire duquel on vient. C'est-à-dire que notre contribution n'a rien à voir avec la petitesse de nos îles. Elle a beaucoup à voir avec, oui, avec notre histoire très compliquée aussi, mais notre histoire qui a donné des diamants de personnes, des diamants de réflexion, des diamants de manière de faire, des Clairement. diamants culturels aussi. Oui, Regarde un territoire géographiquement et économiquement petit comme la Caraïbe, culturellement et intellectuellement qui rayonne de cette façon. Donc oui, nos laboratoires d'injustice peuvent donner des outils de justice, que ce soit autant à la République française, autant aux autres systèmes institutionnels et aux autres peuples du monde, comme nous avons à apprendre d'eux, bien sûr. oui, c'est une évolution permanente. Bah, justement, viens aussi à un sujet une réflexion qui me vient assez régulièrement quand j'analyse ce qui se passe hein, aux Antilles et Mhm. ailleurs, sur les communautés inclusives. Les communautés inclusives où on est membre de cette République française, hein, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas, c'est comme ça. La République est censée être une et indivisible, c'est ce qu'on nous apprend à l'école en tant que citoyen, à l'éducation civique, c'est la première chose qu'on nous apprend. Oui. Mais d'un autre côté, Aimé Césaire disait qu'on est des citoyens entièrement à part et pas des citoyens à part entière. Et ça, on le ressent, on le ressent avec le chlordécone, on le ressent avec l'affaire des grands frères, avec l'incarcération et la mise en examen de pas mal de militants ces dernières années. Et moi, j'aimerais avoir voilà, ton regard d'enseignant là-dessus, d'enseignant-chercheur. Et moi, je mets ça en parallèle aussi avec le communautarisme, où on nous dit le communautarisme, c'est presque c'est un gros mot en France. Or, comment on peut Mhm. demander à des sociétés ultramarines, afrodescendantes, indodescendantes, métissées, venues des quatre coins du monde, de s'attacher à s'éloigner du communautarisme, donc de leur propre essence, de leur culture, de leur religion, de leur spiritualité, de leur enracinement, Oui. et d'un autre côté leur dire, Mhm. regardez, on met des mesures en place pour vous inclure dans la société. Est-ce qu'on ne dérive pas vers des actions menant à une forme de schizophrénie collective? Wow, c'est fort ta question. Je crois qu'il y a toujours une possibilité de dériver d'un côté ou de l'autre, hein, que ça soit par le désir d'entretenir les racines, mais aussi le désir aussi de ne pas entretenir ces racines, le désir de la République, comme tu dis, d'être plus inclusive. Il y a toujours une dérive. Ce désir d'être inclusif, avant on l'appelait l'assimilation. Ouais, Et on sait que beaucoup de nos gens ont rejeté ça. Assimilation voulait dire, c'est oublier justement ce qui nous rend distinctifs et rentrer dans un moule d'une république soi-disant universelle. Mais on sait que c'est pas universel. On sait que cette république est irriguée par la suprématie blanche et par le racisme anti-personnes non blanches. c'est ça. On le sait que derrière cet universalisme, il y a la suprématie blanche et la vision occidentale de la vie. Donc, cet universalisme-là, c'est un mensonge au départ. Donc, il faut qu'on Clairement. le remette en question. Maintenant, moi, je pense que la République, elle est faite de communautés différentes. Il y a des gens, des communautés qui déjà ont su se préserver et cultivent leur singularité. Au sein de la République, ça existe. Ces communautés-là, souvent, elles sont blanches, donc elles ne sont pas embêtées, mais elles sont dans un communautarisme. Et pour moi, communautarisme, ce n'est pas un gros mot. Les dérives, oui, peuvent être un gros mot. À partir du moment où on dérive et on reconnaît plus un tas de lois et une tas de façons de faire que la République a édictées, je pense que là aussi, il nous faut être pragmatique et dire que oui, il peut y avoir des dérives dans l'autre sens. Maintenant, je n'en suis plus du tout à pleurer après la République. Je crois que le travail qu'elle doit faire, c'est un travail de reconnaissance de ces enfants qui sont différents
Et ces enfants qui sont différents n'ont pas à rentrer comment dire, dans des règles qui sont Oui, inutiles et qui leur enlèvent leur singularité. À partir du moment où ces communautés, on a un tronc commun qu'on est prêt à embrasser et respecter, ce tronc commun, bien sûr, il faut l'analyser, il faut le critiquer. Il n'est plus ce qu'il était il y a 50 ans. Donc, il faut l'analyser. Mais la République doit reconnaître la différence et ne pas demander constamment à ses enfants que pour être accueillis, qu'il faut laisser tout ce qui les rend différents à l'entrée de la porte. On n'en est plus là. c'est vrai. Ça me fait penser, par exemple, à ce débat autour de l'école panafricaine en Guadeloupe. Oui. C'est un débat qui nous montre ce dont je parle. Mhm. C'est normal que dans un pays à majorité afrodescendante, qu'il y ait une demande de la société qui dise on veut des écoles qui Oui, sont plus axées sur ce que nous pensons, sur ce que nous sommes, nous sommes. pardon, sans pour autant laisser ce tronc commun que la République jette un œil pour prévenir les dérives de sectarisme et de communautarisme, mais c'est normal qu'elle ne soit pas effrayée, qu'elle ne fasse pas de la discrimination parce que nous sommes des personnes non blanches demandant à mieux connaître notre histoire, une histoire, pas mieux connaître, hein, mais que notre histoire soit plus en phase avec notre éducation. Notre Parce que pendant des enracinement. années, bien sûr, parce que pendant des années, la République a fait dire à ses enfants et ses enseignants qu'ils étaient des descendants de Gaulois. Tu te rends compte de cette tragédie bête et Ouais. méchante, alors qu'aujourd'hui, on a trouvé un équilibre. Elle nous traite, lorsqu'on demande ça, elle dit qu'on veut faire du communautarisme, du sectarisme. Quelle hypocrisie. Ouais. Donc, il y a tout un équilibre à remettre en place. Et je crois que il ne faut pas simplement attendre qu'elle reconnaisse, il faut que nous soyons force de proposition et force d'action. Et à force de se frotter comme ça contre ces institutions, dans nos actions et dans nos propositions, les choses vont continuer à bouger, j'en suis convaincu. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et du coup, ce que tu dis me vient une idée. Je me dis, mais est-ce que la France, la République, dans son essence aujourd'hui, ne devrait pas on parle beaucoup d'autonomie, les gens ont peur de l'indépendance. Pour moi, l'école panafricaine, j'ai mon avis, si c'est moi, je demande rien. Et je crée une école privée et je mobilise la diaspora pour financer cette école. Parce qu'il faut, comme tu Mmh. dis, à un moment donné, on ne peut pas demander à son bourreau de nous aider à nous émanciper. C'est très vrai. Et Très ça, vrai. Mais tu sais ce que j'ai compris en faisant des recherches sur cette affaire? J'ai compris que oui, l'initiative peut être personnelle ou privée venant de gens convaincus, mais à un moment donné, tu dois aller vers ces institutions pour avoir l'autorisation de fonctionner. C'est là oui, que c'est le vrai, bas a blessé pour nous, tu vois? c'est vrai. Mais je pense Et qu'il ne faut pas donc, lâcher. on est d'accord. Je te rejoins, Karine, vraiment. Et il ne lâche pas. Et c'est pour ça que j'ai écrit une tribune allant dans ce sens-là. Je crois en ce que la société demande, ce que les avocats peuvent faire. Ils se sont pourvus en cassation ailleurs. Oui, Donc, je veux croire que ça va marcher. Il ne faut pas lâcher. Il y a eu de vraies critiques venant des institutions sur le projet. Ces critiques doivent être entendues et ceux qui portent le projet doivent travailler à partir des critiques entendables et celles oui, qui sont abusives, il faut attaquer en justice et y aller, quoi. tout à fait. Du coup, je me demande si la République ne devrait pas changer les choses et est-ce qu'on ne devrait pas devenir des États fédéraux, en fait, puisque, comme tu dis, il faut Oh, ce tronc commun yeah, avec les fonctions régaliennes de l'État, la sécurité sociale, exact. l'armée, etc. Ah, sur ces points-là, tu sais, c'est un peu comme la pyramide de Maslow sur les besoins primaires. Donc la santé, oui, on a ce tronc commun, mais sur ce qui fait de nous, quand on remonte dans la pyramide de Maslow et qu'on arrive sur les besoins d'appartenance, qu'on fasse comme on veut, en fait. Et j'en suis arrivé là, tu sais. J'en suis arrivé là. Je ne suis pas en faveur de l'indépendance, mais j'aime pas les gens qui pensent que ceux qui ne sont pas pour l'indépendance sont des crabes. C'est Non, ça. Non, c'est pas. c'est pas du genre que j'ai peur de quitter le papa blanc. C'est pas ça. Il y a une réalité. Quand tu demandes à nos gens ce qu'ils veulent, tu vois que le peuple, il y a des choses que les gens veulent. Et donc, il y a notamment ce besoin de sécurité. À qui pourrait-on reprocher ça? Le fait que les infrastructures, la sécurité, comme tu dis, certaines fonctions régaliennes, moi, je suis pour que ça soit laissé aux mains de la République. Mais par contre, le reste, que ça soit pardonne-moi, notre cuisine économique, les règles fiscales qui génèrent certaines choses chez nous, nous avons le pouvoir d'avoir la main dessus. Les programmes scolaires, le besoin d'appartenance, les échanges avec notre milieu, avec la Caraïbe, beaucoup de choses comme ça. Nous pouvons reprendre la main sans pour autant devenir indépendants et pourquoi pas, oui, faire partie d'un ensemble fédéral. Tu vois, Oui, où nous avons un mot à dire, où nous avons des rênes bien précises que nous avons entre les mains et d'autres fonctions que nous partageons.
avec la République. Ça me semble un peu plus sage, d'autant plus qu'il faut garder en tête que nos responsables politiques sont comme des épouvantails. Ils n'inspirent pas la confiance des gens. Et pour aller dans un projet politique, il faut absolument que les gens aient un minimum de confiance dans ceux qui leur disent allons par là. Et quand Bien tu n'as sûr. aucune confiance, ça nous met dans un carrefour, dans un trois chemins et on est un peu bloqué. Oui, parce que Tu vois, c'est ça notre problème. tout le monde est dans sa vérité. Et sans leadership économique, juridique ou même politique, hein, pour le coup, c'est sûr que chacun on va plus passer du temps à se pointer du doigt les uns les autres, plutôt qu'à se dire, bon voilà, quel est l'élément fondateur en fait de cette nouvelle communauté en devenir que l'on est, puisque tout est cyclique pour moi. Et là, on arrive à la fin d'un cycle. Et alors, ça va couper, on va reprendre. Mais j'aimerais qu'on puisse aussi parler de ce que tu dis me fait penser aussi à l'indépendance de la Barbade, puisque cette année, enfin, la Barbade a trouvé son indépendance, a pu proclamer pardon, son indépendance. Euh, Effectivement, mais ça leur a pris des années. Je sais que dans les années 50, 60, la Barbade décide de se débarrasser de la canne, de la banane, de toutes ces, de cette agriculture en fait qui est quand même basée sur l'esclavage aussi pour eux. Et finalement, on se rend compte que plus de 50 ans après, ce risque pris a payé. Est-ce que nous, on ne devrait Absolument. pas aussi planifier notre devenir sur les 50 prochaines années? Selon ce que je comprends, ils étaient déjà indépendants, hein. Ouais, L'indépendance qu'ils ont proclamée était réelle, mais ils sont devenus effectivement une république et ils se sont vraiment détachés de la monarchie anglaise. c'est ça. Et je trouve ça intéressant. Quelque part, tu as raison, ça nous montre que la liberté, l'indépendance, c'est vraiment un cycle. C'est pas seulement dire du jour au lendemain, voilà, quoi. Parce que c'est vraiment un cycle. Je vois moi aussi le décompte. Ouais. Euh, Alors, bon, écoute, je continue. j'arrête, je coupe et Ouais, on se rebranche. et on repart. À tout de suite. Ok, ça marche. Ça roule. Si vous êtes encore ici, c'est que vous vous êtes imprégné de toutes les paroles diffusées au cours de cet épisode. Et je vous en remercie vivement. Si vous aussi, vous voulez œuvrer vers un autre monde, alors merci de partager cet épisode à qui voudra l'entendre. Soyons tous des colibris qui répandent les prémices d'un nouveau système. Rendez-vous pour le prochain épisode sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. À bientôt.